Jour 4 à Kyoto, le 20 novembre 2022, j'ai fait Kinkakuji. Kinkakuji était uniquement accessible, on va dire, en bus, ou alors il fallait que je marche quand même beaucoup, un peu plus d'une demi-heure, il me semble. Ce qui était un petit peu une option, mais je me suis dit, tu sais quoi, on va essayer le bus quand même, ça m'apprendra à dire de la merde des bus. Et au final, j'ai failli prendre le bus dans la mauvaise direction parce que, bien évidemment, j'arrive toujours pas à me rappeler qui roule de l'autre côté de la route au Japon, comme les Anglais. Ceci dit, chaque fois que j'oublie ça, c'est pas grave quand c'est pour le bus. C'est plus grave quand on regarde du mauvais côté de la route avant de traverser, mais bon, vu que je regardais de côté de la route, c'est pas super grave. Mais bon, faut juste pas oublier de regarder des côtés. Donc, Kinkakuji, situé dans le nord-ouest de Kyoto, dans un endroit assez reculé, on va dire, parce que bien évidemment accessible plutôt en bus. C'était une expérience assez spéciale. C'est trop touristique pour moi, malheureusement, parce que j'aurais quand même voulu qu'il y ait un petit peu moins de touristes sur mes photos. Bien évidemment, je n'ai pas de cheat pour juste dire vas-y, on désactive les touristes, on les vire le temps que je prenne une photo. Donc il faut faire avec. J'ai pris bien évidemment toutes les photos que je voulais et la majeure partie de la matinée a tout simplement été passée là-bas. Je ne suis peut-être pas parti avant 11h30, en sachant que j'étais arrivé quand même assez tôt. Je crois que j'ai passé 2 heures là-bas. J'ai tout de même essayé d'éviter l'heure de pointe pour arriver. Mais du coup, il y avait quand même pas mal de touristes. L'entrée est payante, bien évidemment, mais ce n'est pas grave que l'entrée soit payante. Je peux comprendre qu'ils aient besoin de payer pour entretenir en fait tout le jardin et le circuit qu'il y a autour de ça. Et c'était pas trop cher non plus, donc on va dire que ça va. Contrairement par exemple au château de Nijo, ça vaut le prix, pour une fois. Mais est-ce que c'est quelque chose que je reproduirai si j'ai l'occasion de la faire sans les touristes? Probablement que je le ferai. Ceci dit, j'étais assez déçu quand à l'entrée on m'a vu avec ma GoPro et on m'a dit ouais désolé, vous pouvez pas filmer pendant que vous marchez. Moi j'étais là en train de me dire ok d'accord mais je vlog monsieur, j'ai envie de vlogger monsieur. Tous les gens qui sont là avec leur perche à selfie, leur gimbal à téléphone, vous leur faites pas de remarques? Parce qu'il leur a pas fait de remarques. Moi il a vu que j'avais une GoPro qui était strappée sur mon buste et il s'est dit ah tiens lui il est en train de vraiment tout filmer. Donc bien évidemment, ça met de mauvaise humeur quand on me dit ça, mais bon, ok, d'accord, fais avec. Ferme ta gueule, senpai, fais avec. J'ai quand même pu prendre des photos. Donc, Kinkakuji, bien évidemment, c'est ce joli bâtiment doré qu'on peut voir sur toutes les cartes postales qui représentent Kyoto. Et probablement aussi toutes les cartes postales qui vont représenter le Japon lorsqu'on a envie de montrer quelque chose de vraiment magnifique, tout doré, tout brillant. Et le lieu est exactement comme sur les cartes postales, en réalité. Moins les touristes, bien sûr, parce que bon, les cartes postales, eux, ils ont le luxe d'avoir le cheat pour désactiver les touristes. Moi, non. Et c'était vraiment un genre d'endroit vraiment super paisible. Et c'est bien que ce soit, on va dire, toujours plutôt en ville, mais reculé. Et on oublie un petit peu, en fait, quand on y va, qu'il y a une ville en dehors de tout ça, même si on n'oublie pas qu'il y a des touristes. C'était vraiment extrêmement bondé, en fait, pour une activité que j'ai fait le matin comme ça. Je m'y attendais vraiment pas. Mais bon, c'est pas grave. C'est quelque chose qui est à faire et que je referai sans aucun doute un jour. La prochaine fois que je reviens à Kyoto, sans doute. Mais c'est pas un truc que j'ai envie de refaire là de suite dans l'immédiat parce que j'aimerais aussi pouvoir y aller avec une météo un petit peu différente. Si j'y vais avec une météo différente, je pourrais un petit peu ajouter un twist à mes photos parce que là, on va dire qu'il était un petit peu couvert, nuageux, ce qui est tout de même plutôt idéal pour prendre des photos, on va dire, correctes. Avec le processus d'édition, ça ressort vraiment bien. Et ça permet aussi d'avoir vraiment une lumière qui se diffuse super bien. Plutôt que d'avoir juste un ciel absolument bleu et le soleil qui tape que dans une direction et qui projette toutes les ombres partout où il ne faut pas. Ceci dit, magnifique, j'y retournerai, je valide totalement. À l'exception de désolé, vous pouvez pas utiliser votre GoPro pour filmer le circuit et les gens autour de vous. Et ouais, ok, d'accord. Ne restons pas de mauvaise humeur et parlons de là où j'ai pu aller, là où on m'a pas fait de remarques, et là où il y avait tout simplement pas d'endroit avec s'il vous plaît, les photos sont interdites, hashtag UNESCO, hashtag payer plusieurs milliers d'yens. Donc j'ai fait ensuite le palais impérial de Kyoto. Donc le palais impérial de Kyoto est tout simplement situé sur un grand terrain au milieu d'un parc qui du coup est aussi un lieu de rassemblement en cas de catastrophe naturelle, bien évidemment, sans surprise, je veux dire, il y a la place pour les gens, donc pourquoi pas.
J'ai visité un petit bâtiment juste avant ça avec quelques trucs qui montraient notamment sur la faune, la flore locale. Il montrait aussi, je sais pas comment expliquer ça, il montrait vraiment en fait la zone à travers une vidéo qu'ils appelaient l'expérience VR, mais clairement pas réalité virtuelle, il n'y avait pas d'Oculus à se mettre sur la tête. Et pour moi, c'était plus un slideshow de vidéo avec de la musique, quelque chose de paisible, quelque chose à se poser 25 minutes pour l'apprécier, sans aucun doute, c'est très bien. Et il montrait un petit peu de l'histoire sur les lieux, avec des objets des lieux. Bon, oui, là, il y avait un sticker, s'il vous plaît, pas de photo, mais juste de ça. Et c'était impressionnant que ce soit sur juste un objet dans tout le parc que j'ai visité. Il me manque une partie tout de même du parc que j'ai pas visité, mais ça, je le referai, j'ai le temps, j'ai tout ce qu'il me faut pour pouvoir le faire. Lorsque ensuite je suis vraiment monté dans le palais, on m'a distribué un genre de badge que du coup j'ai porté plutôt autour du poignet parce que j'avais déjà pas mal de trucs accrochés au cou, mon sac, la bandoulière de mon appareil photo, ce genre de choses. Et j'ai fait en fait l'agréable surprise de découvrir tout simplement un palais vraiment magnifique, très grand, euh, sans avoir à payer quoi que ce soit. On a juste fouillé mon sac à l'entrée, ce qui est normal, surtout avec tous ces gens qui commencent à jeter de la soupe sur du Van Gogh et des trucs comme ça. Je veux dire, je comprends. Il n'y avait pas grand chose qui était mis sous verre, donc c'était bien, mais il y avait quand même quelques éléments qui étaient cachés derrière du verre et qui du coup pouvaient empêcher un petit peu de prendre des photos. Les jardins, les terrains sont vraiment jolis, même si le terrain est très gravier, et je ne trouve pas ça super agréable à marcher dedans, mais c'est un petit peu, on va dire, la culture du jardinage là-bas, où on se retrouvera avec des espaces pleins de gravier pour avoir en fait ce genre de terrain assez grand dans lequel il n'y aura pas vraiment de verdure, et on réserve la verdure pour quelques espaces vraiment bien particuliers pour créer des sortes de mini-forêts ou des mini-jardins dans lesquels il pourrait éventuellement y avoir un petit peu des temples par-ci par-là, des petits hôtels, des trucs un peu plus sacrés. Parce que de toute façon, on peut marcher sur le gravier sans abîmer, on va dire, ce qu'il y a dessous, quoi. C'est du gravier. Mais si on se met à marcher sur l'herbe, bah, on finira par tout simplement abîmer le terrain. Et c'est vrai que ça pourrait être dommage de créer des chemins un petit peu sauvages comme ça au milieu. Donc le palais impérial de Kyoto, du coup, se visite facilement en une heure et demie, ça dépend en fait le rythme avec lequel on y va. Moi j'ai pris beaucoup de photos, surtout d'animaux qui avaient un petit peu partout, parce que c'est une zone en fait qui fait vraiment parc et c'est assez agréable à visiter. Par la suite, j'ai quitté le palais et je suis allé manger à McDo. J'ai voulu essayer un des burgers japonais, le samouraï. Bacon, steak, laitue, tomate. C'était vraiment très bon. J'ai redécouvert McDo et le goût de McDo là-bas. C'est incroyable. J'ai jamais. Ça fait des années qu'on ne m'a pas servi des frites qui étaient encore chaudes bouillantes. Je, je suis encore sur le cul et j'ai mangé pour moins de 5 euros là-bas en plus. Ou environ 5 euros, je sais plus, peut-être 790 yens, un truc comme ça. Je vous laisserai faire la conversion, de toute façon, c'est pas beaucoup d'argent. Au moment de la vidéo, bien évidemment. Donc cette journée était assez complète, assez longue, mais ça en valait le coup et c'était probablement pratiquement la meilleure journée, mais il reste un élément à faire. Et je me suis dit, je vais rentrer bien évidemment à la gare de Kyoto, mais avant de faire ça, il y a un endroit où je dois aller. Et cet endroit, c'est le musée international du manga à Kyoto. Donc le musée international du manga à Kyoto, c'est un endroit vraiment unique. C'est une sorte de bibliothèque avec des espaces d'exposition qui racontent l'histoire du manga, traduit bien évidemment en anglais pour une bonne partie des choses. Il y a quelques éléments qui n'étaient pas traduits. Et bien évidemment, on peut juste se poser et lire du manga sans problème. Il y a aussi un pass à l'année. Et l'entrée ne coûtait que, je crois, 900 yens. Et le pass à l'année est extrêmement rentable, il me semble. Bon, comme je vis pas ici, ça vaut pas le coup. Et comme j'ai un petit peu du mal avec la lecture, ça vaut pas le coup non plus pour moi de prendre un pass à l'année et de revenir tous les jours. Mais en réalité, c'est un truc qui se rentabilise assez rapidement si on est fan de manga, qu'on vit dans la zone et qu'on peut le lire en japonais. Le bâtiment était une ancienne école et le bâtiment en fait se visite assez facilement sur 3 étages. Il est assez intéressant, il dispose en fait d'une grande bibliothèque
on va dire, centrale à un étage, je crois, au deuxième étage. Et ensuite, partout dans le bâtiment, il y a des étagères avec des mangas, rangés bien évidemment pas en alphabétique japonais. Et il y a absolument de tout. Euh, Dès les premiers mangas des années 70, il parle aussi des bandes dessinées franco-belges suisses. Donc, à ma grande surprise, il y avait du Tintin qui était exposé, c'était joli. Et c'était vraiment une super expérience de juste pouvoir en fait passer à travers ce musée et voir en fait toutes sortes de générations de personnes lire des mangas de toutes sortes de générations eux-mêmes aussi. Il y avait aussi une exposition pour Otomegatari et c'est une exposition que j'ai pu regarder. Je n'ai pas réellement pris beaucoup de photos parce que déjà une partie des endroits ne peuvent pas être pris en photo pour des raisons de copyright parce que bien évidemment le Japon dit qu'il perd des milliards de millions de yens chaque année au piratage de mangas. Et je suis pas convaincu. On sait tous que ce chiffre ne peut pas être estimé précisément et que leur estimation est beaucoup trop grosse aussi parce que je suis pas certain que le chiffre d'affaires en manga soit aussi bas. Mais bon, ils aiment imaginer ce genre de choses et moi je pense qu'ils devraient arrêter de commencer, enfin qu'ils devraient arrêter de dire tout ce bullshit de merde qui vaut pas le coup pour essayer de nous convaincre que le piratage est en train de faire du mal au manga. Au lieu de ça, il faudrait peut-être commencer par payer les mangakas un vrai salaire et correctement. Parce que les mangakas, ils gagnent pas non plus leur vie très bien. C'est pas tous des millionnaires. Oui, Oda est probablement un millionnaire. Oui, Kishimoto est probablement un millionnaire. Mais c'est pas exactement comme ça que ça fonctionne. Beaucoup d'entre eux se retrouvent par exemple avec des séries qui disparaissent du jour au lendemain, juste parce que soit c'est pas assez populaire, ou parce que c'est pas assez, on va dire, clickbaity, ou alors c'est tout simplement pas assez apprécié par l'éditeur. Je pense notamment par exemple à Worth Sketch Senpai, qui est une histoire avec une gyaru et un gars. Et je comprends pas comment ça se soit fait annuler là comme ça. Alors qu'en face, si on regarde, on a un truc qui s'appelle Gal Gohan, qui est juste une gyaru qui essaie de se faire son prof, qui apprend la cuisine. Et honnêtement, à choisir, je trouve ça même d'ailleurs plutôt trashy par rapport à Worth Sketch Senpai, qui est juste de la romance classique vraiment mignonne. Et bien évidemment, si vous me demandez lequel je veux voir survivre, c'est World Sketch Senpai parce que il était tout simplement vraiment intéressant et mignon à lire. Mais bon, qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce que je peux décider? Surtout si il n'est pas publié en France. Je peux pas voter avec mon porte-monnaie. Donc c'est un petit peu compliqué et je pense que un autre aspect qui montre que le piratage ne fait pas vraiment de mal au manga, c'est par exemple regarder les sites comme Manga Plus, qui sont créés par des vrais éditeurs, qui permettent de mettre à disposition des chapitres récents en lecture gratuitement en ligne pour les lecteurs en dehors du Japon. Et ça, en quoi est-ce que ça fait du mal aux auteurs? Bah rien. Ça leur fait pas mal, tout simplement parce que c'est de la publicité. Un petit peu comme le piratage de manga. Bien évidemment, je ne suis pas là en train de dire allez-y, piratez du manga. Ce que je veux dire, c'est le seul moyen qu'on a aujourd'hui de découvrir le manga, et éventuellement de découvrir si un manga nous plaît, c'est de venir, de prendre un bouquin dans une FNAC et de le lire. À la FNAC directement. De prendre un bouquin en ligne, de le lire directement sur Manga Plus. De venir, de prendre des scans qui ont été produits illégalement, bien évidemment, pour un manga qui n'est pas encore disponible en France ou qui probablement ne sera jamais disponible en France ou jamais fini d'être publié en France. Et c'est pour ça que c'est assez important qu'on ait accès à la culture sans problème. Et quand on a des éditeurs qui viennent et qui nous sortent du bullshit avec des numéros totalement imaginaires qui ne peuvent tout simplement jamais être générés en bénéfice pour ces boîtes-là à cause, premièrement, du prix du manga et en plus à cause de tout simplement la façon dont le manga est produit, donc c'est-à-dire la cadence à laquelle c'est produit. On peut pas aller plus vite, malheureusement, c'est comme ça que ça fonctionne. Tous nos mangakas sont déjà plus ou moins malades ou ont des problèmes de santé ou des problèmes avec leurs articulations ou des problèmes de dos parce qu'ils se tuent à la tâche constamment à venir et à produire quelque chose. Et ensuite, qu'est-ce que vous voulez faire? Vous voulez tripler votre chiffre d'affaires? Si vous voulez tripler votre chiffre d'affaires, bah, moi j'ai une petite idée. C'est commencer par peut-être ne pas annuler toutes les séries comme ça. Et si vous voulez vous assurer que vos dépenses ne sont pas passées dans des trucs inutiles, arrêtez de payer des lobbies pour pouvoir essayer de convaincre les hommes politiques, les femmes politiques, les gens qui font les lois, les gens qui font la police, la justice, que
On est là en train de venir et de pirater des millions de milliards en chiffre d'affaires perdus pour Shueisha ou Kadokawa ou je ne sais quel autre éditeur. D'accord? Ces chiffres sont imaginaires. Ils ne sont pas en train de perdre du chiffre d'affaires et je pense que avec les mangas de qualité que nous avons aujourd'hui, l'industrie doit sans doute se porter vraiment très bien. Et c'est pour ça qu'il faut arrêter d'abuser du copyright juste pour dire la culture, ça a un prix et toi, tu vaux pas le coup parce que t'as pas l'argent. Mais bon, encore une fois, je suis très passionné par le sujet du manga, j'adore ça, j'aime les lire, c'est une passion, et j'aimerais que ce soit juste plus accessible pour beaucoup plus de monde. Donc voilà, c'est globalement un peu tout. Peut-être que je parlerai un petit peu plus sur le sujet, que je ferai un essai vidéo sur le manga en général et éventuellement l'accès à la culture comme ça. Un peu dans la même veine que ma vidéo sur la préservation du jeu vidéo parce que je trouve que c'est très important. Rappelez-vous, il fut un temps, les mangas en France c'était tellement mal vu qu'on nous disait oui, ça rend violent et toutes sortes de choses vraiment fausses et négatives, alors qu'en réalité, moi honnêtement, quand je lis un manga, ça me fait plutôt ressentir des choses par rapport à une série américaine à la con qui passe sur TF1 comme Les Feux de l'amour ou Les Experts, je sais pas quoi. Au point où on en est, moi j'ai choisi mon camp et j'ai choisi ma drogue qui est le manga et ça me fait ressentir des choses, ça me fait vivre des choses, ça me fait voir de l'art, ça me fait voir des histoires qui sont diverses et variées et l'immersion pour moi compte énormément et c'est une culture que j'aimerais pouvoir partager avec tout le monde de tous les âges. Donc voilà, pour résumer, Kinkakuji c'est joli, c'est comme sur les cartes postales et le palais impérial de Kyoto était magnifique. Sur ce, je vous dis à bientôt.